Chers lecteurs, chers auditeurs, bienvenue dans The Ikabog Club, le podcast de lecture du conte The Ikabog, nouveau livre de J.K. Rowling. C'est une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Donc, je suis Alix. Et je suis Marjolaine. Et ça y est, on a enfin une nouvelle histoire de J.K. Rowling. On est ravis d'avoir un nouveau matériel à discuter et on s'est dit qu'on allait faire des épisodes toutes les semaines pour lire ensemble et commenter ensemble les chapitres au fur et à mesure de leur sortie. Alors, qu'est-ce que c'est que Ikabog ? Alors, peut-être que vous vous souvenez que J.K. Rowling a parlé à plusieurs reprises de son conte de fées politique qu'elle avait envisagé de publier après Les Reliques de la Mort, et puis elle avait dit que finalement elle n'était pas sûre de le publier et qu'il avait fini en costume d'Halloween comme incarnation de son pire cauchemar, comme un manuscrit oublié. Et puis, donc elle a expliqué qu'elle avait décidé finalement de le ressortir de ses cartons, notamment en raison de toute la période de confinement récente. Elle est allée récupérer son petit carton au grenier, avec l'idée de diffuser le conte pour les enfants en ligne, pour qu'ils aient quelque chose à lire pendant le confinement. Et il faut savoir que c'est un livre qu'elle avait lu à ses enfants, ses deux plus jeunes enfants, qui sont aujourd'hui adolescents. Et bon, elle s'était dit que peut-être que finalement ce conte resterait une histoire pour ses enfants. Et finalement, voilà, elle a ressorti ce conte et elle a commencé à le réécrire avec l'aide du coup de ses enfants, qui lui ont partagé leurs souvenirs des lectures à haute voix qu'elle faisait plus jeune, enfin quand ils étaient plus jeunes. Et qui ont dit moi je me souvenais de ce petit morceau, ce bout d'histoire, cette intrigue, ça serait bien de le remettre dedans. Ouais, je trouve ça vraiment adorable, je trouve ça génial. Donc merci le confinement et merci David et Mackenzie d'avoir encouragé aussi à ce qu'on ait une histoire complète, quoi. C'est vraiment chouette. Voilà, donc les premiers chapitres ont été mis en ligne ce 26 mai. Il y a un site dédié de Ikabog où voilà, les chapitres vont sortir au fur et à mesure sur ce site jusqu'au 10 juillet. Et il y aura une traduction française. Voilà, ça a déjà été annoncé par Gallimard. On pourra vous en dire plus très bientôt. Donc, du coup, de Ikabog. Donc on a eu les deux premiers chapitres. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux premiers chapitres du conte ? Alors on va peut-être commencer par un petit résumé. Parce qu'évidemment, si vous lisez l'anglais, on vous invite évidemment à lire les chapitres avant d'écouter l'épisode ou d'attendre la traduction française si vous voulez avoir le texte complet avant de nous écouter. Mais pour tous ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire, on vous propose peut-être un bref résumé avant de rentrer dans nos avis et nos premières analyses. Donc le premier chapitre, c'est King Fred the Fearless, ou donc le roi Fred le sans-frousse, on va dire. Et donc dans ce premier chapitre, en fait, ça nous présente le royaume de Cornucopia, et on rencontre du coup le roi Fred et ses deux amis, Spittleworth et Flapoon, qui semble avoir une mauvaise influence sur le roi Fred, qui est très beau, mais très niais, on peut le dire. Et on est invité à s'émerveiller de toutes les villes du royaume, plus riches les unes que les autres, avec une mention spéciale pour la capitale, Chouville, et ses incomparables pâtisseries. Mais Cornucopia a aussi une contrée sombre, pauvre et désolée tout au nord du royaume, les Marshlands, ou les Terres des Marais peut-être, et c'est là-haut que naquirent les légendes de l'Ikabog. Et donc, on arrive dans le chapitre 2, qui est nommé l'Ikabog, et on est plongé dans ces légendes concernant cet horrible et redoutable monstre, et on rencontre un jeune garçon, Burt Beamish, qui est terrifié par les récits que l'ami de sa mère lui fait de ce fameux Ikabog, au point d'en faire des cauchemars. Donc les adultes le rassurent, ce sont que des légendes, ce monstre n'existe pas, et pour le consoler, il reçoit un Ikabog en bois qui devient son jouet favori. Mais le chapitre finit en nous annonçant que des ennuis arrivent sur Cornucopia et que peut-être que finalement l'Ikabog ne serait pas qu'une légende. Voilà pour cette introduction. Je trouve que c'est un début très prometteur.
personnellement. Avant de rentrer dans les détails, je pense que l'impression générale, je trouve que c'est très bon. C'est vraiment... il y a tous les codes du conte qui sont là, mais voilà, on retrouve vraiment la plume de Rowling, on retrouve sa créativité, son humour, ouais, le ton est vraiment très particulier. Et du coup, enfin voilà, je suis très excitée de découvrir les prochains chapitres. On me propose de commencer par voilà, un petit tour sur l'univers en lui-même. Oui, parce que c'est surtout ça qui nous est présenté, en tout cas dans ce premier chapitre en particulier, mais dans le deuxième aussi, puisqu'on apprend plus sur l'Ikabog, mais bon, déjà sur cet univers, ce royaume. Donc, enfin, voilà, ce que je trouve qui est très marquant dès le début, c'est la créativité autour des noms des lieux. Oui. Bon, on se souvient de Rowling qui disait qu'elle aimait bien collectionner les noms un peu étranges, même dans les cimetières, Ouais. etc. Voilà, on a eu de quoi faire sur Harry Potter et même dans Cormoran Strike, même si c'est moins imaginatif. Enfin, voilà, on n'est pas dans un monde dans un monde imaginaire, donc c'est pas la même chose, mais il y avait quand même beaucoup de sous-entendus, de codes, etc. Et là, c'est vraiment en plus des créations du coup de nouveaux noms qui sont propres à cet univers de contes de fées. On a là, au cas où vous ne l'aurez pas compris, ça n'a rien à voir avec le monde le Wizarding World, ça n'a rien à voir avec Harry Potter. On est dans un monde à part entière qui a ses propres noms, sa propre ambiance, et ça se retrouve du coup dans ces noms qui fonctionnent de la même manière que dans Harry Potter, où on sent qu'il y a un sens derrière, mais on sent même dans la manière dont ils sont faits, dans quelle langue ça mobilise, qu'on est dans un autre univers, quoi. Donc on peut commencer déjà par le nom peut-être du royaume, Cornucopia. Donc, qui veut dire littéralement corne d'abondance en anglais. Et donc, voilà, le royaume porte très bien son nom, puisque voilà, tout ce premier chapitre, ça nous décrit les différentes villes qui produisent, voilà, Chouville qui produit la pâtisserie, Kurtzburg qui produit le fromage, Barronstone les charcuteries. Et j'en oublie une, Jéroboam le vin qui produit du vin. Donc voilà, on a et à chaque fois qu'évidemment le meilleur dans son domaine pour chaque mets, pour chaque recette. Je sais pas pour toi, mais les descriptions des pâtisseries de Chouville, mais j'en avais l'eau à la bouche. Ça donne très faim. Et alors on va essayer, je pense, de ne pas non plus, trop essayer de rapprocher forcément de Ikabog de Harry Potter, parce que le but c'est quand même d'avoir deux histoires distinctes, mais voilà, il y a inévitablement des parallèles à faire et des choses à mettre. Est-ce que tu penserais à Honeydukes Mais je pensais, de manière générale, en fait, il y a énormément de descriptions de nourriture dans Harry Potter. Quand on pense à tous les banquets de Poudlard, les repas au terrier, effectivement, Honeydukes, quand on nous parle aussi, voilà, la première description de la bière au beurre, c'est quelque chose qui donne vachement envie. Et du coup, là, j'ai vraiment retrouvé ça. C'est vrai que là, voilà, les pâtisseries qui sont si bonnes que si elles ne font pas pleurer un homme de plaisir lorsqu'il la mange, c'est un échec. Oui, j'adore cette et elle n'est plus jamais servie dans une pâtisserie de Chouville. Donc voilà, c'est vrai que voilà, le nom du royaume, tout de suite il y a une ambiance très spécifique. C'est assez aussi typique des contes pour enfants, où il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup de choses d'informations qui passent aussi comme ça dans les noms des personnages ou les noms des lieux, pour donner un peu une indication sur ce à quoi on peut s'attendre, en fait, tout simplement. Ouais, moi ce que j'aime beaucoup là notamment dans ces 4 villes là qu'on a citées, c'est que ça fait, comme souvent un peu dans les univers de contes de fées ou de fantasy, ça fait de ce royaume une sorte de continent miniature, puisqu'on a donc Chouville, comme on l'a dit, voilà, nom français évidemment. On a Kurtzburg qui là est plus une référence, donc Kurtburg qui est une référence plus peut-être allemande. Barronstone, bien anglais.
et Jéroboam, qui est un nom hébreu. Qui est donc alors c'est un nom en plus que alors je sais alors autant cornucopia, alors c'est petit aparté, cornucopia, j'ai reconnu ce nom pour avoir lu dernièrement le dernier tome de La Passe Miroir, pour ceux qui connaissent, où il y a quelque chose en rapport avec ça, pour pas vous spoiler. Et Jéroboam, ça m'a fait tilt aussi, puisque ça m'a fait penser à la dernière saison de Westworld. On trouve ce nom plutôt de Réhoboam, là, mais qui est le même origine. C'est des noms de rois d'Israël. Et aussi, je l'ai appris grâce à toi, Alix, c'est le nom d'une bouteille, d'un double magnum de vin. Donc là, on a la réponse. Ça, c'est direct comme la ville, donc c'est des producteurs de vin. Alors, par contre, j'ai cherché beaucoup sur la quantité à laquelle ça correspondait, et en fait, ça dépend des endroits. Donc il y a des endroits ça va être l'équivalent de 2 fois 3 litres, des fois c'est du 5 litres, donc c'est un peu c'est pas une science exacte, donc je vous laisse je vous laisse le soin, voilà, si vous êtes curieux d'aller consulter toutes les équivalences de volume pour une bouteille pour un Jéroboam, mais voilà, ça change selon les lieux. Voilà. Donc, mais ça va bien à cette ville où l'air seul vous suffit à vous enivrer. Exactement. et du coup, je ne sais pas ce qu'ils feront pour la traduction française, mais j'aimerais bien personnellement que les noms ne soient pas changés, parce que déjà Jéroboam, ça se traduit pas ça littéralement en français. Chouville c'est pareil, et du coup avoir ce décalage entre Chouville qui sonne très français, qui évoque du coup les choux pâtissiers, pas le légume évidemment, et Barenstone et Kurtberg qui sonnent allemand. Je trouve que ce décalage qui se crée sur les noms de villes ajoute vraiment quelque chose. Il y a aussi on sait que J.K. Rowling parle allemand et français, peut-être pas parfaitement couramment, mais en tout cas qu'elle a de un bon niveau, donc ça fait aussi partie de la richesse de l'univers. C'est des noms qui sont calculés, donc personnellement j'aimerais bien que ça soit conservé tel quel dans les traductions, pas juste la traduction française, même dans les autres traductions. Ça serait, je pense que ça serait intéressant. Et peut-être qu'en contraste, peut-être là pour le coup que les Marshlands pourront avoir une traduction, puisque c'est la dernière partie du royaume qui est clairement à part, puisque là c'est la seule partie qui n'a pas de ville en fait, donc c'est juste les Marshlands, donc les terres des marais, donc qui est un territoire présenté comme clairement hors du monde civilisé, qui est regardé de haut de la part de tout le reste du royaume. Donc déjà ça nous pose une ambiance, et on va y revenir, mais c'est clairement une terre à part, et ça on le retrouve souvent dans les univers de fantasy ou de contes de fées, cette terre mystérieuse, pleine de brume et de créatures. L'endroit un peu étrange, l'endroit que les gens un peu redoutent, parce que du coup, c'est dans les Marshlands, d'où vient la légende de l'Ikabog. Du coup, Marsh littéralement c'est un marécage, donc c'est aussi pas c'est pas très esthétique non plus comparé à ces villes qui sont décrites comme des endroits sublimes, entourés de prés verdoyants et de rivières, de rivières étincelantes avec des animaux qui sont qui sont sublimes, d'un blanc pur, etc. Il y a vraiment une logorée dans la description de la première partie du royaume, et puis tout de suite ça bascule. Le conte le dit lui-même, il y a tout à coup, Cornucopia n'a plus assez, est fatigué de trop produire pour ces belles villes du Sud. Et donc Marshland, il y a que quelques brebis galeuses, et des champignons rassis caoutchouteux. Donc ça pose un décor assez intéressant, parce que mine de rien donc, comme tu disais, cette opposition entre la richesse, la pauvreté, c'est souvent ça fonctionne souvent comme ça par opposition dans les contes, et
on sent inévitablement que il va y avoir une collision à un moment. Il va y avoir Ouais. les deux univers vont un peu se rencontrer, s'influencer et voilà. Est-ce que Et si on parle d'un conte politique, bah voilà, et c'est même pas là en plus la manière dont elle nous présente en plus la relation entre les personnes qui vivent dans ces magnifiques villes et les marshlands où les autres se moquent d'eux pour leur accent ou parce qu'ils sont pauvres, pouilleux, ils ont un accent rocailleux. Enfin c'est très voilà, là on a vraiment si on parle encore une fois d'un conte de fées politique, on sent que voilà, il y a un sous-texte, il y a clairement des inégalités là dans cette répartition des richesses dans le royaume. Tout à fait. Et du coup, quand même pour pas oublier sur l'univers, c'est mentionné très rapidement, mais on peut supposer que ça aura une importance pour la suite. On nous décrit beaucoup cornucopia, donc corne d'abondance, mais on sait aussi cornucopia n'est pas seul au monde, petite île isolée. On sait qu'il y a un royaume voisin qui s'appelle Pluritania et qui est intéressé par ce que fait et par ce que produit du coup le cornucopia, notamment voilà, ses pâtisseries. Voilà, le roi de Pluritania a essayé d'échanger une de ses filles en mariage contre un approvisionnement à vie en pâtisserie. Donc voilà, ça donne le ton tout de suite sur le personnage, mais on sait que ça a été refusé, et donc même si, bon, pour le moment, voilà, c'est lancé comme ça, en passant, mais peut-être que, voilà, je ne doute pas que le royaume de Pluritania reviendra, et voilà, est-ce qu'on peut imaginer déjà des conflits aussi entre Pluritania et Cornucopia, voilà, une certaine rivalité. Est-ce que du coup ça va pousser à une union de cornucopia plutôt que de voilà, avec potentiellement même justement les territoires des marais voilà, ouais, il y a encore plein de ça peut aller dans plein de directions là, on ne sait pas encore mais c'est vrai donc il y a autant de détails, enfin peut-être pas autant de détails, mais en tout cas autant d'attention qui sont portées à l'introduction de nos différents personnages. Alors peut-être juste pour revenir, puisque ça nous faisait une belle transition, tu nous mentionnais ce fameux roi voisin, puisqu'il est juste mentionné à travers ce que tu viens de nous parler. C'est le fameux roi Porphyrio. Et encore une fois, là, rien qu'avec ce premier exemple, on va revenir sur les autres après, mais on a une référence qu'on peut retrouver dans l'histoire, qui peut-être nous donne aussi des informations sur ce roi voisin. Et donc là, c'est toi qui l'as retrouvé, Alix, là, ce Porfirio Diaz. Oui, donc Porfirio, alors ça a une signification, enfin en tout cas ça évoque un dictateur mexicain. Enfin, officiellement président, mais pendant 34 ans, donc bon, je sais pas si... Donc ouais, il a été président / leader autoritaire du Mexique pendant 34 ans, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et il a tellement marqué le Mexique de ces années-là que, en fait, la période de son régime est appelée la période du Porfiria. Donc voilà, c'est ça. C'est un nom qui reste marqué dans l'histoire du Mexique. Donc ça semble pas être une coïncidence. Le choix n'est peut-être sans doute pas anodin. Après, enfin voilà, je ne doute pas effectivement qu'il puisse se révéler être un roi extrêmement tyrannique et cruel. À nouveau, ça n'a pas été choisi au hasard, donc c'est un indice. Et je pense que ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que donc c'est un conte qui est destiné aux enfants à partir de 7-9 ans, mais pour qu'ils puissent le lire de manière autonome. Mais voilà, comme Rowling disait, c'est aussi un conte qui a été pensé pour être lu à voix haute. Et qui dit lecture à voix haute dit lu la plupart du temps par des parents ou des membres de la famille ou quoi. Ouais. Donc des adultes, donc des gens qui vont pouvoir comprendre ce type de référence. Et c'est assez fréquent d'avoir dans des contes des blagues ou des sous-entendus ou des
voilà, des petites... Des références, différents niveaux de c'est ça, lecture. pour... Voilà, c'est ça qui fait la beauté des contes en général, hein, d'ailleurs. C'est ces différents niveaux de lecture. Puis là, en plus, on rajoute une couche où J.K. Rowling, non seulement s'amuse avec ses contes à faire un message, une morale, etc. On avait le cas avec Biddle le Barde. Mais en plus, elle joue avec ce qu'elle a l'habitude de faire dans Harry Potter ou Common Strike, avec des références qui ne sont pas forcément des références internes à l'univers de son conte, mais qui font des références à notre monde, quoi. Donc c'est chouette. Mais bon, pour revenir sur peut-être les personnages sur lesquels on a un peu plus de détails, qui vont peut-être un peu plus au centre des intrigues, le fameux roi, Fred the Fearless, donc Fred le sans-frousse. Donc là, clairement, c'est un archétype du gentil, trop gentil, comme tu nous disais. Comme tu disais. Oui, c'est vraiment ça. Enfin, il est... C'est vraiment pas quelqu'un qui est méchant pour le coup. Enfin voilà, on dit qu'il sourit à tout le monde, qu'il salue les gens, qu'il est tout à fait respectable, qu'il fait ce qu'on lui demande. Oui, c'est vrai que quand je voyais cette première description de il est très beau, il est blond, il est parfait, il sourit à tout le monde, tout de suite j'ai pensé à Lockhart. Oui. Mais après, en fait, non, parce que Lockhart, bon, voilà, on sait qu'il n'a pas forcément... il n'est pas très honnête, quoi. Là, non, Fred, c'est... Oui, il est juste... il est beau, mais pas fut-fut, quoi. C'est ça, c'est vraiment de la naïveté profonde, parce que... Enfin, il se rend pas compte qu'il est manipulé par ses meilleurs amis. Enfin, et ouais, il est soulagé que le royaume se gouverne tout seul, qu'il n'ait pas grand chose à faire. C'est ça. Alors, on ne connaît pas son âge. On peut supposer que c'est un jeune adulte. Ouais. Voilà, mais quand on lit la description, on a l'impression qu'on nous parle d'un enfant de 3 ans. Enfin, il pourrait être tout comme Burt, quoi. C'est vraiment très... Il est très enfantin, il pense enfin, voilà, à s'amuser, il soupçonne pas un instant que quoi que ce soit puisse se passer. Voilà, mais du coup, c'est aussi donc, quelqu'un qui est très influençable. Ouais. Par ses 2 meilleurs amis. Ça. Et comme il est mal entouré, inévitablement, un roi influençable et mal entouré, niais, naïf et tout ce qu'on veut, ça ne peut mener qu'à des problèmes. Ouais. Donc ça sera assez intéressant de voir comment lui il va basculer, parce que voilà, pour moi il va inévitablement ou se faire renversé à un moment, voilà, une forme de mutinerie de la part de ses amis ou quelque chose comme ça, pour devenir voilà, calife à la place du calife. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir soit effectivement il va être renversé, soit il va être puni de sa naïveté, soit il va être sauvé, entre guillemets. Et je suis vraiment curieuse de savoir comment il va finir, ce personnage, parce que quand on commence avec quelqu'un de niais, trop gentil, est-ce qu'il va être éliminé à un moment ou à un autre, ou est-ce qu'il va apprendre en fait à se rendre compte de la réalité du monde et à se remettre en question, etc. Ça va être intéressant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a 2 de nos potentiels... méchants, ou en tout cas éléments perturbateurs. C'est Lord Spittleworth et Lord Flapoon. J'adore ces noms. Peut-être du coup, pour faire une petite explication sur les noms, Spittleworth, Spittle c'est la salive, et worth, donc littéralement la valeur, mais ça, du coup ça lui donne un côté un peu noble, on va dire. Bon, plus comme il a le titre de lord, enfin c'est... Mais il y a un côté, du coup, enfin, littéralement valeur de salive, c'est un peu quelqu'un qui ne vaut rien, littéralement, d'une certaine manière. On peut le comprendre comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais... ouais. Qui mise tout sur son éloquence, un peu. Aussi, ouais, sur... Il a l'air d'embobiner tout le monde. Il y a ça, il y a l'idée aussi, du coup, Enfin, moi, voilà, dans Spittleworth, j'entends aussi beaucoup, enfin, voilà, cracher, l'idée un peu qu'il crache son venin, parce que, voilà, on sait qu'il est très manipulateur, on dit, voilà, qu'il est très doué pour les flatteries,
pour faire au... Ouais. Il y a le côté, voilà, effectivement, la manipulation voilà, par les paroles, mais du coup aussi tout ce qu'il peut répandre de mal, voilà, par ses dires. Donc je pense, voilà, peut-être Ouais. l'idée de crachat, je trouve que ça, voilà, il y a un côté de... Il y a un peu de... comment dire, de moquerie, de supériorité, ça montre un peu oui, sa condescendance. Il est clairement pas C'est ça. sympathique. On n'a pas de doute là en tant que lecteur de dire lui, il faut s'en méfier. Lord Flapoon. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur ce nom, Lord Flapoon? Alors, Parce que il est très drôle à dire. C'est oui, très drôle à dire Flapoon. c'est très comique. Flapoon, alors c'est Flappy, c'est quelque chose un peu qui bloblote, quelque chose qui pend un peu, euh, Qui est mou, ouais, qui est non? mou, qui pendouille. Alors, il faut, on a une description de Lord Flapoon qui est quelqu'un de très rougeau, très gros. Donc bon, ça Ouais. évoque clairement, enfin ça rappelle beaucoup les descriptions des Dursley. À nouveau, bon, on va peut-être pas trop s'étendre dessus parce qu'il y a de quoi faire 2 heures là-dessus sur la grossophobie de certains personnages dans l'univers de J.K. Rowling, enfin dans les univers du coup de Ouais. J.K. Rowling. Mais là, ça a l'air d'être traité vraiment sur le duo, quoi. Oui, Spittleworth, c'est le fin et rusé, et Flapoon, c'est le gros. Et bah, il a l'air sympathique, en fait. Il a l'air d'inspirer la confiance, en tout cas, de la part du roi, hein, de Fred. Mais parce qu'il, lui, il a l'air d'être... Il est clairement décrit comme moins malin que Spittleworth, mais quand même plus malin que le c'est roi. ça. Et que lui, en gros, son rôle, c'est de s'assurer que Fred a une totale confiance en ses deux amis. Donc, ça veut dire quand même qu'il est, il est sympathique, quoi. Il inspire la confiance. Donc, Oui, c'est, et mine de rien, de ce niveau-là, il est pas, c'est pas forcément la caricature du gros méchant. C'est et vraiment bête surtout, parce que c'est souvent ça. Ouais. voilà, il est clairement intelligent. Mhm. Enfin, en tout cas, plus intelligent que le roi, mais ça a l'air de pas être compliqué. Et en tout cas, d'utiliser un peu moi, j'imagine un peu bonhomme, quoi. C'est le bon, celui qui, voilà, avec qui on va boire un coup, avec qui, C'est ça. voilà, on est à Mais l'aise, après, du quoi. coup, pour la deuxième partie du nom, du coup, pour Flapoon, donc le Flapapoon, ça peut évoquer deux trucs. Ça peut évoquer buffoon, donc littéralement un bouffon aussi. Et Mhm. donc merci à Pantalémon qui m'a aidé là-dessus. Et Lampoon, qui est une satire, un pamphlet, si on veut. Euh, Ah, et du coup, enfin, il y a un peu voilà, cette idée. Alors, est-ce que ça peut à nouveau être interprété de plein de manières. Est-ce que c'est lui qui est moqué, c'est lui qui se moque, donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture à nouveau et on aura d'autres chapitres pour, je pense, en savoir un peu plus sur lui parce que voilà, là ouais, on a surtout une description physique ouais. et On a plus de détails sur Spittleworth que ouais. sur Flapoon, pour l'instant, en tout Et je cas. pense que les noms prendront sens au fur et à mesure de l'histoire aussi. Parce que voilà, il y a beaucoup de richesse dedans, mais c'est difficile d'avoir tous les éléments. Voilà, là, juste sur base d'un chapitre. Mais du coup, ça peut donner déjà des choses. Mais du coup, oui, on a ce duo enfin, voilà, qui est aussi très caricatural des contes. Voilà, le grand maigre et le gros, Ouais. enfin, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. On va les revoir, ça c'est sûr. Et celle que j'espère qu'on va revoir, parce que pour l'instant elle est juste évoquée, c'est Lady Eslanda. Enfin, alors je sais plus comment elle est, mais en gros ça aurait pu être une prétendante à épouser le roi C'est Fred. ça. En tout cas, le roi Fred s'intéressait à elle. Et donc c'est du coup une noble d'un roi. Alors est-ce qu'elle fait partie d'un royaume voisin ou est-ce qu'elle fait partie de Cornucopia? Je sais Non, non, plus. elle fait partie c'est une dame de la cour, donc elle fait partie C'est une de. dame de la cour, ouais. Elle fait Ouais. partie de Cornucopia, de Chouville même, a L'entourage. priori. Chouville, Mm, oui, puisqu'il y a un passé entre Lady Eslanda et Lord Spittleworth, mm. je crois. Qui a voulu Ouais, la demander en mariage. qui a été éconduit par cette belle brune, voilà.
Donc c'est comme tu l'avais noté, c'est un des rares personnages féminins pour l'instant. Alors c'est vrai qu'on a aussi la mère de Bert, mais à mon avis, Mrs. Beamish, ça sera juste la mère du jeune héros. Je pense pas C'est ça. ça va être plus que ça. Mais pour cette Lady Eslanda, c'est vrai qu'on a trop de détails pour qu'elle soit juste mentionnée dans ce premier chapitre. On a cette belle image de la brune face au roi blond. Et j'ai trouvé une référence pour son nom, Eslanda, qui est quand même un nom assez très beau déjà. Assez rare. Mais qui assez rare, oui, et que j'ai retrouvé chez Eslanda Robinson, qui était une anthropologue, autrice, actrice afro-américaine, et aussi, donc, qui est aussi connue pour son activisme en faveur des droits civiques. Donc, plutôt dans la première moitié, milieu du XXe siècle. Donc voilà, une bonne badass, hein, comme on dit, une sacrée femme, un sacré modèle. J'espère que ça nous promet quelque chose pour Lady Eslanda. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir quand même sur le fait que j'ai quand même beaucoup apprécié, même si elle est décrite comme belle, mais pour le coup, a priori, tout le monde à Cornucopia est décrit comme beau. Justement, à part les habitants des marais, ça fait partie de leur spécificité. Ils sont tous très beaux, très bien habillés. Donc, finalement, même si on en parle pour Lady Eslanda, je pense que c'est plus une manière de dire qu'elle est belle comme tout le monde est beau au royaume, plutôt que de uniquement la définir par sa beauté. Et notamment, enfin voilà, j'ai beaucoup apprécié qu'on précisait qu'elle était serious and bookish, donc voilà, qu'elle est studieuse, enfin qu'il y a quand même une curiosité intellectuelle, que c'est quelqu'un de sérieux, et donc qu'il y avait quand même quelques qualités intellectuelles qui étaient données et pas uniquement des critères physiques. Dès le début, de la même manière que les autres personnages ont été introduits à la fois avec des caractéristiques physiques et des caractéristiques intellectuelles, c'est son cas aussi, et donc j'espère qu'on aura l'occasion de voir particulièrement ce côté-là d'elle, parce que telle qu'on la voit là pour le moment, ça pourrait être la personne la plus intelligente de Cornucopia. Voilà. Oui. Donc voilà, on est team Eslanda, donc on croit en elle. C'est ça. Donc moi, ce que j'ai trouvé donc intéressant pour toute cette galerie de personnages là, puisque Bert, il est un petit peu à part, mais voilà, c'est que comme on l'a déjà dit, ils ont tous des archétypes physiques bien marqués. Alors certes, à la limite de la caricature parfois, mais comme on l'a déjà dit, c'est typique des contes et de la littérature jeunesse, et en particulier chez Rowling, hein, elle l'utilise déjà peut-être parfois trop dans Harry Potter. Et voilà, ça permet que tous ces noms, on les associe immédiatement à des caractéristiques physiques, et ça aide, surtout dans une littérature orale, à s'en souvenir, quoi. Et à ce niveau-là, je trouve que donc notre petit héros qu'on rencontre au chapitre 2, Bert Beamish, là, pour le coup, il me semble pas qu'on ait de description physique de Bert. Non. Et je pense que c'est typiquement pour faire un jeune héros dans lequel le jeune lecteur va pouvoir s'y projeter. En fait, on invite vraiment le jeune lecteur, ou celui qui est le jeune enfant, qui écoute le conte, à se projeter dans Bert, à dire voilà, je vais être le Bert de l'histoire. Complètement. Quoi. Donc voilà, ce petit Bert, il a pas de, même au niveau de son caractère, bon bah il fait un cauchemar, mais c'est tout, quoi. Pour l'instant, c'est le personnage ouvert, quoi, qui permet de s'identifier. C'est ça. Enfin, finalement, tout ce qu'on sait de lui, c'est son âge. On sait qu'il a 5 ans. Ce qui est assez curieux, parce que c'est très jeune, mine de rien, pour un héros de conte. On y reviendra après. Et du coup, qu'il a quand même une certaine imagination, parce qu'il croit aux légendes de l'Ikabog. Et du coup, ça, je pense que c'est quand même aussi un élément clé, c'est que du coup, enfin voilà, il y a une ouverture à ce niveau-là. C'est pas il y croit, ça l'intrigue, ça l'intéresse, et bon, du coup, c'est aussi un lien avec le lecteur qui se penche dans un univers fictionnel et imaginaire pour lire, mais du coup, c'est effectivement, tout est fait pour faire ce parallèle. On a un peu parlé du coup Mrs. Beamish, qui est sa mère, mais qui est là en priori, voilà, juste pour qui le rassure, hein, là, voilà, c'est toute cette scène avec lui où elle le console. Elle représente le monde des adultes, quoi. C'est ça. Celle qui est... Parce que
rationnel et qui, Ça. voilà, qui... Comme on disait, on connaît pas l'âge de Fred et de ses amis, mais ce ne sont pas des enfants. Ils vont chasser le Non. cerf dans la forêt. Enfin voilà, c'est pas. Donc Birds, pour l'instant, Mhm. c'est vraiment le seul enfant qui a à peu près l'âge d'un lecteur potentiel de ce conte. Donc voilà, c'est vraiment lui le référent. Bon, on a le Mr. Dovetail aussi, du coup, qui est celui qui raconte l'histoire, qui quand même qui est un peu à l'origine Ouais, d'une perturbation, du coup. oui. Ça serait intéressant de voir si il reste dans ce rôle finalement où c'est juste celui qui a amené, et puis après, bon bah, Bird va vivre ses aventures Et c'est lui qui fait peut-être l'action la plus importante, peut-être, hein, de ces 2 premiers chapitres, qui est d'offrir à Bert un Ichabod en bois, qui va devenir son jouet préféré. On l'a juste mentionné dans le résumé, mais je pense que voilà, ça c'est vraiment une image très forte et que j'adore, hein, personnellement, de la peur réappropriée par cette petite figurine du monstre qui devient avec lequel Bert va grandir, hein. Donc c'est une belle image. Donc merci. mais Merci. En tout cas, s'il a que ce rôle-là, ça va être un rôle, je pense, important. mais surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup, Licabog, un personnage dont on n'a pas encore parlé, Le voilà, le personnage personnage fantôme, pour fantôme, ce l'instant. qui est particulièrement intéressant dans la façon dont il est introduit, c'est qu'on nous dit voilà, c'est une légende, et donc personne ne connaît vraiment son apparence parce que son apparence et ses caractéristiques changent en fonction de la personne qui raconte son histoire. Donc il y a, c'est vraiment, enfin, ça correspond totalement, voilà, à l'idée voilà, d'incarner ses peurs, voilà, dans les légendes. Ça me rappelle un peu, moi, personnellement, l'Épouvantard aussi. L'idée où, voilà, Ouais. chacun le décrit et en fait, enfin, inévitablement, je pense qu'il y a un mécanisme inconscient où on va le décrire avec les éléments qui nous font le plus peur voilà, pour en rajouter une couche, pour le rendre encore plus terrifiant à nos yeux. Ouais. Parce que quelqu'un qui a pas peur des serpents, par exemple, ça va pas lui venir à l'esprit de décrire l'Ichabod comme quelque chose qui a la forme d'un serpent. S'il a peur des araignées, il va décrire avec plutôt des pattes d'araignée, et donc du coup, il y a tout ce mécanisme et toute cette voilà, légende qui se construit autour de ça. Et du coup, je trouve que l'introduction de ce jouet est d'autant plus intéressante parce que le jouet, il fixe une apparence. Ce jouet en Mm. bois, alors que c'est un animal enfin, une créature dont personne ne sait rien d'une certaine manière, qui n'est que légende, ce jouet, il lui fixe quelque chose et donc d'une certaine manière, ça le rend plus réel, mais ça le rend aussi, du coup, par moment où voilà, il est plus réel, on peut se le représenter, bah, pour des enfants surtout qui disent que voilà, les enfants s'amusent à imaginer comment ils combattraient l'Ichabod, bah, Oui. c'est aussi du Mm. coup, bah voilà, je sais à quoi il ressemble, je sais comment il est, donc je peux surmonter cette peur parce que je sais à quoi m'attendre. C'est plus, il Ouais. symbolise plus l'inconnu, et du coup toutes les peurs voilà plus irrationnelles que ça peut déclencher, il tient dans le creux de la main et c'est quelque chose à qui il fait faire ce qu'il veut puisque c'est son jouet. Oui. Donc, Oui, c'est peut-être un indice sur le fait que voilà, si c'est, on ne sait pas encore ce que représente exactement l'Ichabod et ce que ça va représenter comme menace réelle, mais ça laisse envisager que dans tous les cas, la clé va probablement venir des enfants, de leur imagination, enfin, et qu'ils auront quelque chose de plus que les adultes en tout cas pour affronter mm. ce qui arrive, quoi. Et du coup, voilà, pour quand même parler un peu de ce nom Ichabod, qui a déconcerté pas mal de personnes voilà, quand il a été annoncé. C'est un nom qui est inventé, ça n'a pas, enfin, j'ai trouvé aucune occurrence personnellement de quelque chose qui avait déjà, que ça pouvait déjà correspondre. Mais si on essaie un peu de le décomposer, bog c'est un marécage, à nouveau, et Mm. iki, bon, ik c'est un suffixe en anglais qui sert souvent à former des adjectifs, mais du coup là ça évoque, c'est très proche de slicky, qui est l'idée de quelque chose de gluant, de collant. Et donc moi c'est un peu ça que ça m'évoque, donc là un marécage gluant. Alors
dans proposition, le glubourbeux. Voilà. C'est un peu ce que ça évoque. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que là, il y a aussi, moi, spontanément, et même quand j'en ai parlé à ma mère, tout de suite, ça nous a fait penser à Ichabod Crane, donc le personnage de la légende des Sleepy Hollow qui enquête sur ce fameux cavalier sans tête. Ouais, c'est vrai que dans la consonance, ça nous rappelle Ichabod. Mais c'est vrai que le Ichabog, voilà, c'est pas un nom, quoi, c'est l'Ichabog, quoi, c'est Ichabog. C'est une créature. Donc c'est une créature comme comment il s'appelle déjà, le monstre sous le lit, quoi, ou le monstre dans le boogeyman. Voilà, c'est un peu oui, c'est ça, ou l'abominable homme des neiges, c'est la créature un peu de cauchemar, mais son nom prendra sans doute un peu plus sens une fois qu'on en saura plus, mais on sait qu'il vit a priori, selon toutes les légendes qui concordent, on est quand même dans cette idée de créature qui vit dans les marécages, etc. Les marécages brumeux. Donc en tout cas, ça colle à ce niveau-là, l'idée d'un le gluant et de marécageux. Voilà. Mais du coup, je pense qu'on a fait le tour des personnages. Ces 2 premiers chapitres, ça pose à la fois l'univers et les personnages. Donc, on aura probablement plus d'éléments d'intrigue à discuter dans les prochains épisodes. Donc, on va passer peut-être à la partie qu'on adore quand on suit une histoire en cours. C'est les théories. Qu'est-ce qui va se passer ? Mine de rien, je trouve ça assez chouette il y a énormément de choses qu'on peut imaginer sur base de finalement un texte qui est très court. Il y a beaucoup de questions. Moi j'avoue que comme je disais tout à l'heure, Bert il est très jeune. 5 ans, c'est vraiment très très jeune pour un héros. Parce que, mine de rien... Surtout si on veut qu'il soit livré à lui-même pour partir à l'aventure, 5 ans c'est trop jeune. Il a quand même des capacités physiques, intellectuelles, logiquement un peu limitées, sans aucune insulte envers les enfants de 5 ans, mais en étant tout à fait réaliste, il va pas partir. Je sais que certains auteurs l'ont fait. Honnêtement, j'ai du mal à imaginer un enfant de 5 ans tout seul avec son baluchon et qui va pêcher du poisson à la rivière ou je ne sais quoi. Il va pas aller chasser tout seul. Donc je me pose la question de la chronologie personnellement. Est-ce que finalement d'emblée dans le chapitre suivant on va avoir une ellipse peut-être de 2, 3, 4 ans, ou est-ce que, parce qu'on sait du coup qu'il y a quand même une trentaine de chapitres qui sont prévus, est-ce que l'histoire va s'étaler sur de très nombreuses années ? Est-ce qu'on va facilement passer d'une année à l'autre, de chapitre en chapitre, jusqu'à peut-être que Bert ait... je pense qu'il faudrait qu'il ait peut-être au moins 9 ans pour être... pour que ça soit un peu crédible. Une dizaine d'années, ouais. Ouais, c'est ça, au moins 9-10 ans. Pour qu'une certaine indépendance soit vraiment crédible. Je pense qu'on a besoin de ça. Ça serait intéressant de voir comment ça sera amené, cette différence. Oui, alors toi, t'as déjà la proposition de tuer les parents. Non, en fait, c'était plus dans le sens que souvent on dit que j'avais vu une interview très intéressante de Philippe Pullman. Il faut s'en débarrasser, quoi. Ouais. Ce qui est toujours très embêtant avec les histoires pour enfants, c'est il faut trouver comment se débarrasser des parents, parce que avec des parents, pour que l'enfant soit libre de faire de partir à l'aventure. Un parent ne permet jamais à un enfant de vraiment vivre ses aventures. Donc il faut comment il se comment les parents disparaissent de l'histoire, parce que là en plus on sait que il y a sa mère, il y a l'ami de sa mère, c'est pas un orphelin, c'est pas un orphelin. Ce qui est souvent du coup un moyen de littéralement kill the parents, mais là c'est pas le cas. Donc alors est-ce que la mère de Bert va mourir? C'est aussi quelque chose qui peut... on sait que Rowling a déjà fait des orphelins dans des livres pour enfants, c'est une possibilité. Est-ce que sa mère va être enlevée par l'Ichabog? Est-ce qu'il va y avoir une quête qui va se mettre en place à ce niveau-là? Ouais. Ou est-ce qu'il va être effectivement assez grand pour
pour être envoyé, je ne sais pas, dans telle ville pour telle ou telle raison. Et que du coup, c'est sur le chemin où il doit emmener, je sais pas, aller à un marché. Enfin, c'est souvent ça. Oui, qui disparaît. Ils doivent aller transporter des trucs, aller chercher, je sais pas, du vin à Jéroboam. Jéroboam. Oui, et quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et c'est... Et il se retrouve tout seul, sans forcément tuer les parents, mais oui, effectivement. Mais du coup, sans doute que voilà, s'il se retrouve tout seul de cette manière, il faudra quelque chose, enfin voilà, pour qu'il ait grandi, à mon avis, ou voilà. Bon, est-ce qu'on va voir l'Ikabog bientôt? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui va venir, qui va mettre beaucoup de temps? Parce que enfin voilà, la fin du 2e chapitre, c'est la légende de l'Ikabog va amener des événements terribles. Alors moi, ce que j'espère, c'est que l'Ikabog ne soit pas vraiment un monstre, mais que ce soit autre chose. Que ce soit quelque chose d'un peu... soit carrément métaphorique, soit voilà, quelque chose de... Comme on dit, si c'est un truc politique, c'est une menace plus humaine, mais plus en lien avec les inégalités entre les Marshlands et le reste du royaume. Donc, est-ce que... Je sais pas, mais je suis pas encore persuadée que l'Ikabog soit réellement un monstre. Peut-être que c'est autre chose. Je sais pas. Mais... et j'imagine assez bien aussi, enfin voilà, on l'a vu à nouveau avec Harry Potter, et c'est aussi un élément qui revient souvent dans des contes, où celui qu'on pense être un monstre ne l'est pas vraiment. Que peut-être que l'Ikabog, il a une apparence monstrueuse et que c'est pour ça qu'il a déclenché des légendes voilà, terrifiantes, mais peut-être que l'Ikabog est quelqu'un de totalement, enfin une créature complètement inoffensive. Et enfin là c'est l'histoire de l'ogre, enfin voilà, si on pense à Shrek par exemple, voilà, où l'ogre est vu comme le monstre, et finalement bon, le monstre c'est plus le roi, le monstre des marais d'ailleurs, sur Shrek dans c'est ça, marais, et finalement le monstre c'est plus le roi qui est horrible avec ses sujets. Enfin, donc je pense que il y a quand même quand on voit à quel point l'apparence a un rôle important, avec voilà, on parle tout le temps des vêtements, des choses comme ça, de cornucopia, et puis qui est mis en opposition avec les marais. Je pense que l'apparence de l'Ikabog a aussi une importance non négligeable, et qu'il y aura quelque chose, enfin, on est dans un conte, on attend une morale inévitablement à un moment, et même si bon, j'espère que ça ira un peu plus loin que ça, mais je pense que voilà, la relation à l'apparence, aux apparences, de manière générale, sera un élément important. Et c'est vrai que bon, l'autre chose sur laquelle je mise, c'est que comme on a dit, on veut que Eslanda fasse partie de cette histoire. Donc j'aimerais bien, voilà, que Berthe se retrouve, soit aller chercher Eslanda, soit qu'ils soient ensemble, ces deux personnages, parce qu'on sent que Eslanda, elle peut amener, comme on dit, hein, si c'est quelqu'un qui aime les livres, qui est assez sérieux, peut-être qu'elle va pouvoir nous apporter des savoirs sur cet Ikabog, ou en tout cas une approche rationnelle sur tout ça, et voilà, je la vois bien sauver le royaume, hein, de toute façon. Ouais. Alors est-ce que voilà, ça sera pour remplacer Fred, ou pour l'aider à devenir un peu moins influençable et oui, enfin, voilà, superficiel, on verra. Mais j'avoue que j'espère aussi, enfin voilà, mine de rien, on a quand même pas mal de personnages, mais j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de personnages, notamment féminins, que Lady Eslanda ne soit pas un syndrome de la schtroumpfette, hein, comme on dit, et ça serait assez souhaitable, et on a vu... Et si l'Ikabog était féminin? Ah oui, c'est vrai, mais c'est vrai. L'Ikabog pourrait complètement être un être féminin. Être une monstrette. Peut-être que Berthe a des amis, il y a peut-être une amie fille qui pourra faire partie de l'aventure aussi. Oui, je pense que de toute façon, à partir du moment où voilà, il y aura les péripéties qui seront vraiment mises en place et se déclencheront, etc., on rencontrera inévitablement d'autres personnages. Et donc j'espère qu'on aura quelques personnages féminins badass qui viendront se joindre à l'aventure. Et moi, dans mes autres un peu théories aussi, voilà, dans ces 2 chapitres, on a vraiment le premier chapitre qui
se concentre, enfin voilà, quand même en partie sur Fred, enfin voilà, qui porte son nom, puisque le chapitre s'appelle voilà, le roi Fred sans frousse. Et dans le deuxième chapitre, Burt, qui est le personnage principal de ce chapitre, et qui sont quand même deux personnages diamétralement opposés, ou dans le sens où on a Fred qui a tout, puisqu'il a le pouvoir, bon, on sait qu'il est très beau, qu'il a la richesse, il a voilà, son titre, il est très admiré, mais qui est complètement voilà, niais et ne sait pas se servir de ses deux mains, qui a un côté un peu anti-héros dans une certaine mesure. Et à côté, on a Bert, qui est donc ce petit garçon. Alors, même si visiblement c'est un petit garçon de Chouville, hein, puisqu'on nous dit que ils habitent à Chouville, que Monsieur Dovetail, le voisin, est le meilleur menuisier de Chouville. Donc, il est quand même plus privilégié a priori que les habitants des Marais, mais c'est a priori un petit garçon quelconque. Son âge fait aussi du coup qu'il y a une certaine forme d'impuissance, et donc voilà, pour moi il y a quand même une opposition à ce niveau-là qui se forme entre les deux, et donc j'espère qu'il y aura une rencontre entre ces deux personnages à un moment. Oui, mais j'espère que Fred, parce que j'ai pas envie qu'il soit méchant, hein, Fred. Non. Je veux qu'il reste. Mais j'aimerais bien que ça soit le personnage un peu, alors même si c'est encore un archétype, mais le ressort comique, quoi. Ce beau roi un peu niais qui se retrouve dans la panade et qui du coup fait plein de gaffes, ou en tout cas qui, je sais pas. Pour une raison ou pour une autre, il pourrait être obligé de fuir et se retrouver avec Bert aussi dans les aventures dans les Marshlands, et du coup à être complètement perdu, alors que Bert serait beaucoup plus débrouillard. Enfin voilà, oui. ça pourrait complètement, être, ouais. Et surtout, ils sont dans la même ville, ils habitent tous les deux à Chouville, donc il y a quand même d'emblée une proximité qui est là et qui existe. Voilà, on peut imaginer, je sais pas, Burt qui se perd quelque part, le roi Fred qui le retrouve pendant qu'il fait une partie de chasse, de chasse au cerf, et puis Burt a surpris une conversation entre Spittleworth et Flapoon pour faire tuer le roi, et donc il le raconte à Fred, et du coup Fred décide de ne pas repartir au palais. Enfin voilà. Très loin, mais bon, bah c'est bon, on a plein de trucs possibles là, donc mais voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de pas mal de possibilités et pas mal de potentiel, et j'ai hâte de voir les épisodes suivants pour voir comment ces théories vont se valider ou non. Ça sera très drôle aussi de réécouter nos théories quand on aura le fin mot. Bon, là on est tellement partis dans tous les sens qu'il y aura au moins une partie de ce qu'on a dit qui va se vérifier, je pense. Oui, et au moins une autre partie qui ne se vérifiera pas du tout. Oui. Bon, bah, comme vous avez pu le constater, on est déjà très inspiré par ces deux premiers chapitres. Donc l'objectif est de faire un épisode par semaine pour discuter de tous les chapitres qui seront sortis depuis le dernier épisode qu'on aura enregistré. Et en attendant, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux de la Gazette du Sorcier ou sur le site de la Gazette pour nous dire ce que vous pensez de ces premiers chapitres et de ce que vous pensez de ce format aussi qu'on teste pour accompagner la sortie de l'Ikabolg. Et on remercie Panta pour le générique. N'hésitez pas à réagir en commentaire voilà, sur la Gazette. Partagez-nous vos théories. Dites-nous si vous pensez qu'on est complètement à côté de la plaque, ou si vous êtes d'accord avec nous, ce que vous en pensez, etc. On espère avoir l'occasion de discuter voilà, avec vous, voilà, d'entendre vos réactions et de débattre avec vous. Voilà. C'est une expérience assez intéressante d'avoir voilà, l'histoire comme ça qui est diffusée par épisode, façon feuilleton. Voilà, au format sériel. C'est une occasion d'interagir. Voilà. Et donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt à Cornucopia.